Il finit par être trahi, mais il loue une petite amie de location. Je suis Ragna Anime, et c'est parti. L'histoire de l'anime commence avec Kino très excité d'avoir enfin une petite amie. Cependant, à son grand désarroi, c'est exactement à ce moment-là qu'elle le quitte. Au milieu de la douleur de la rupture et avec les hormones en ébullition, au lieu de chercher du soutien auprès de ses amis, d'attendre de rencontrer quelqu'un d'autre ou même de chercher de l'aide professionnelle, il prend la décision de louer une petite amie. Quelle idée brillante, n'est-ce pas? Ainsi, il planifie son premier rendez-vous avec Isahara, une jeune femme belle, charismatique et charmante. Après avoir payé pour le rendez-vous, ils suivent un programme et vont se promener à l'aquarium où Kino commente qu'il aime beaucoup les poissons. Plus tard, lors des adieux, Isahara lui tient la main et dit qu'elle s'est beaucoup amusée, le laissant avec un air idiot et se sentant spécial. Mais en rentrant chez lui, il lit plusieurs commentaires et évaluations à son sujet, réalisant que tout avait été une mise en scène, y compris le geste de lui tenir la main. Furieux, il lui donne une mauvaise évaluation. Bien que son père ait été clair que l'argent était pour payer ses factures et non pour s'amuser à l'université, Kino décide de payer pour une autre rencontre, cette fois pour la confronter. Quand ils se rencontrent à nouveau, elle arrive avec son air super mignon et il lui demande si elle ne se sent pas mal de sortir avec des gars qu'elle n'aime pas juste pour de l'argent. Isahara continue d'être gentille, mais lors d'une autre visite à l'aquarium, Kino remarque qu'elle a fait des recherches sur le sujet juste pour le rendez-vous et commence à crier, se demandant pourquoi elle se donnait tant de mal. Cela fait que tout le monde autour les regarde et elle l'emmène rapidement dans un endroit plus discret. Agacée, Isahara dit qu'elle faisait de son mieux pour être une bonne petite amie, tandis qu'il ne faisait que se plaindre, même en étant le client. Kino est surpris de voir cet autre côté d'elle. À ce moment-là, son téléphone sonne et il découvre que sa grand-mère est allée à l'hôpital. Comme le rendez-vous était encore en cours, Isahara décide de l'accompagner. À l'hôpital, sa grand-mère insiste qu'elle allait bien et en demandant qui était la fille qui l'accompagnait, ses parents commandent qu'il était impossible qu'il ait une petite amie. On voit que les gens font confiance à Kino, hein. Pour ne pas être embarrassé, il présente Isahara comme sa petite amie, laissant tout le monde choqué. Comme toujours, elle s'en sort très bien, faisant semblant d'être une petite amie adorable pour sa famille, faisant pleurer sa grand-mère d'émotion en voyant son petit-fils enfin en couple. Après que les parents de Kino partent, Isahara décide de raconter la nouvelle à ses amis de l'hôpital, laissant le couple seul. Kino explique que sa grand-mère était déjà allée à l'hôpital plusieurs fois et s'était fait des amis là-bas, ce qui inquiète Isahara, car sa propre grand-mère était également hospitalisée et ne pouvait pas savoir qu'elle travaillait comme petite amie à louer. Les deux se cachent alors dans une autre salle de l'hôpital, mais sa grand-mère commence à les chercher partout, les forçant à se cacher sous les couvertures. Kino devient nerveux à cause de sa proximité, commençant à avoir des pensées inappropriées, ce qui pousse Isahara à lui donner un coup de pied immédiatement. À ce moment-là, la grand-mère d'Isahara apparaît, pensant qu'ils étaient vraiment un couple. Les deux dames sont heureuses de la coïncidence que leurs petits-enfants sortent ensemble, tandis qu'Isahara n'est pas du tout contente de la situation. Plus tard, Kino s'excuse pour ce qui s'est passé et elle dit qu'il suffirait qu'ils mettent fin à leur faux couple après et tout irait bien. Il explique alors que le plus grand souhait de sa grand-mère était qu'il trouve une bonne personne avant qu'elle ne meure. Il raconte qu'il a eu une petite amie, mais qu'elle a rompu après un mois, et c'est pourquoi il a décidé d'en louer une. Déterminé, il promet qu'un jour, il présentera une vraie petite amie à sa grand-mère. Cela pousse Isahara à lui donner une gifle, disant qu'elle ne voulait plus jamais avoir un rendez-vous avec lui. Cependant, elle affirme que s'il se sentait seul, il pourrait l'appeler. Kino cependant décide de ne pas continuer avec le faux couple. Le lendemain, à l'université, il est triste de voir son ex-petite amie, mais quelque chose d'inattendu se produit. Il rencontre Isahara, avec un look très différent de l'habituel. Plus tard, elle le cherche pour lui demander de garder le secret sur eux deux, car elle ne voulait pas que quiconque sache sa profession. Comme si cela ne suffisait pas, Kino découvre qu'ils ne fréquentent pas seulement la même faculté, mais qu'ils sont aussi voisins de palier. Isahara entre rapidement chez elle pour lui échapper, tandis qu'il reste choqué par une telle coïncidence. Chez lui, la grand-mère de Kino appelle pour annoncer qu'elle sortira de l'hôpital pour lui rendre visite, précisant qu'elle veut revoir Isahara. Kino, n'ayant pas le courage de parler de la rupture en personne, implore Mizuhara de faire semblant d'être sa petite amie une dernière fois, mais elle refuse, lui rappelant l'accord qu'ils avaient. Après un certain temps, sa grand-mère arrive et la première chose qu'elle fait est de demander des nouvelles de Mizuhara. Kino ment en disant qu'elle allait être en retard, mais plus tard, sa grand-mère décide de jeter un coup d'œil pour voir comment il s'en sortait et se rend compte qu'elle a soupçonné qu'ils avaient rompu. Elle demande si Kino n'est pas contrarié, mais il dit que, même si cela n'a pas fonctionné, la jeune femme a au moins fait en sorte que quelqu'un l'aime et que grâce à Mizuhara, il a pu réaliser le rêve de sa grand-mère pendant au moins un certain temps. Cela anime Kino, et il essaie de rendre la grand-mère de Kino heureuse, lui faisant croire qu'ils s'étaient remis ensemble. La grand-mère est émue une fois de plus. Après que la grand-mère de Kino soit partie, il remercie Mizuhara d'être venue. Elle demande alors quand il va rendre visite à sa grand-mère, et il dit tous les mercredis.
Mizuhara répond que chaque mercredi, il pourrait la louer pour rendre sa grand-mère heureuse, à condition qu'il promette de ne pas la chercher ailleurs que sur le site, comme convenu. Alors, Mizuhara et Kino vont rencontrer sa grand-mère. Au retour, les deux sont vus par les amis de Kino, Kibe et Kuribayashi, qui sont enchantés par sa petite amie, faisant Kino se sentir au sommet en présentant une fille si belle. Les deux invitent le couple à se joindre à eux dans un bar et Kino finit par accepter, ce qui rend Mizuhara encore une fois irrité, car les deux s'éloignaient de plus en plus du mensonge. Mais il explique qu'il leur dirait la vérité plus tard. En arrivant, ils sont surpris de voir que Mami, son ex-petite amie, était aussi au bar, ce qui rend l'atmosphère étrange, jusqu'à ce que Mami rassure tout le monde en disant qu'elle était déjà dans une autre relation. Cela rend Kino triste, car il souhaitait encore se remettre avec elle. Plus tard, il va aux toilettes et quand il revient, il voit Mami en train de parler avec Mizuhara de leur relation, commentant à quel point Kino était complètement inexpérimenté et en manque d'affection. Cela rend tout le monde extrêmement mal à l'aise, jusqu'à ce que Mizuhara le défende, disant que Mami était cruelle et insensible. Cependant, Kino finit par défendre Mami, disant qu'elle n'avait pas agi par malveillance, ce qui pousse Mizuhara à partir. Tout le monde se sent mal, à cause de ce qui s'est passé, sauf Mami, qui continue à agir comme si de rien n'était. Après la sortie, tout le monde se dit au revoir, et Mami s'approche de Kino, agissant de manière mignonne, et l'invite à venir chez elle, mais se souvient rapidement que son frère avait amené quelques amis là-bas et annule l'invitation. Elle ne lâche pas Kino d'une semelle, le faisant penser à elle comme à un ange, sans se rendre compte qu'elle faisait cela pour lui nuire. Kino commence à imaginer combien ce serait parfait de se remettre avec Mami, pensant que cela rendrait sa grand-mère aussi heureuse que lorsqu'elle a rencontré Mizuhara. Il décide qu'il doit régler les choses avec son ex. Pendant ce temps, Mizuhara était sur la même plage avec ses amis, et la fausse Mami montre son bikini à Kino et commence à parler de leur relation, lui rappelant les moments qu'ils ont passés ensemble, y compris un seul baiser, ce qui laisse Kino avec un sentiment de conflit intérieur. Maintenant, avec plus de volonté de revenir avec Mami, il réfléchit à la situation, mais les amis de Mizuhara apparaissent, ce qui lui fait peur d'être reconnu par ses amis. Cependant, cela n'arrive pas et il est soulagé. Confus sur ce qu'il doit faire, il va aux toilettes, pensant à ce que tout le monde penserait de lui s'il connaissait la vérité. Quand Mizuhara ouvre la porte, pensant qu'elle était vide, elle est tirée à l'intérieur et Kino la remercie pour tout ce qu'elle a fait pour lui. Cependant, il lui demande si elle ne serait pas contrariée s'il retournait avec son ex-petite amie, ce qui la rend irritée. Elle lui rappelle qu'ils sont sortis ensemble seulement parce qu'elle était payée pour ça. À ce moment-là, Mami apparaît à la porte et devient méfiante en entendant Kino parler à quelqu'un. Il sort rapidement des toilettes en essayant de la tromper, mais Mami insiste pour savoir avec qui il parlait. Quand Mizuhara sort des toilettes, elle a son apparence de petite amie pour que personne ne découvre sa véritable identité, faisant croire à tout le monde que le couple faisait des bêtises dans les toilettes. Dans le cercle d'amis, tout le monde commence à poser plusieurs questions au couple et Kino invente plusieurs mensonges pour se sortir de la situation, ce qui rend Mizuhara irrité. Il décide de plonger dans la mer et remarque que tous les hommes autour admirent Mizuhara, ce qui lui rappelle qu'elle est trop bien pour lui. À ce moment-là, Mami apparaît en faisant une scène et lui demande de l'aider à retrouver le bracelet qu'elle avait perdu. Elle finit par glisser sur une pierre et tomber dans les bras de Kino en profitant pour l'embrasser. Pendant ce temps, dans le cercle d'amis, une fille commente sur le fait que Mizuhara laisse son petit ami à la plage près d'autres filles, et une autre dit qu'elle a confiance en lui, sans imaginer qu'à ce moment précis, un baiser se produisait entre Kino et son ex-petit ami. Avec le baiser, Kino commence à se rappeler comment tout a commencé avec Mami et se jure qu'il la rendrait heureuse. Cependant, Mami s'excuse pour le baiser et s'en va après avoir commodément retrouvé son bracelet. Après cela, la grand-mère de Kino appelle pour l'informer qu'elle sera bientôt sortie de l'hôpital et qu'il pourra voir Mizuhara quand il le souhaite. Quand Kino retourne à la table, il se rend compte que tout le monde pense que Mizuhara est riche à cause des mensonges qu'il a racontés. Il commence à parler d'organiser une fête dans son manoir, ce qui met Mizuhara mal à l'aise. Kino décide alors que c'est le moment idéal pour dire la vérité et annoncer qu'il rompt avec Mizuhara. Cependant, avant qu'il puisse parler, il donne un coup de poing mérité à un ami qui regardait Mami alors qu'il sortait encore avec Mizuhara. Il explique alors que, bien que ce soit difficile, il ne supportait plus de voir ses amis parler mal de la relation. Cela rend tout le monde anxieux, y compris la petite amie de Kino qui écoutait tout. Elle interroge Mami, qui avait également tort de prêter attention à un gars avec qui elle avait choisi de rompre, juste parce qu'elle sortait avec un autre. Mizuhara décide alors de partir et plus tard, quand les choses se calment, elle rencontre Kino. Elle le réconforte en disant que ses amis ne connaissaient pas toute l'histoire, donc il ne devrait pas se sentir mal. Kino raconte alors que sa grand-mère a été libérée de l'hôpital et que la grand-mère de Mizuhara le saura bientôt aussi, ce qui semble être un bon moment pour enfin mettre fin au mensonge.
Il s'excuse pour tout ce qu'elle a traversé et elle le console en disant qu'il peut être un homme quand il essaie. Plus tard, Kino appelle Mizuhara pour avoir une conversation. Kino, curieux, s'approche pour écouter l'ami qui regrette d'avoir perdu la foi en lui. Il dit qu'il a été rejeté 3 fois dans le même mois par la même fille, mais qu'il admire la persévérance de Kino. Il commente aussi qu'il a été ému quand Kuru l'a défendu au bar, mais ne s'attendait pas à ce que tout se termine si vite. Kino est ému par les mots de son ami, qui lui donne encore des billets pour une croisière. Pendant le voyage, Kuru se sent mal et dit à Kino qu'il devrait essayer de se réconcilier avec son ex. Il décide qu'il va retrouver Iz, remercie Kuru et affirme qu'il n'aura plus jamais besoin de ses services. La fièvre de Kuru s'aggrave et Mami appelle Kino pour le voir. Mais soudain, Kuru trébuche et tombe à la mer. Sans réfléchir, Kino lâche le téléphone et plonge pour la sauver, même en sachant qu'elle n'est que sa fausse petite amie. Kuru reprend ses esprits, mais Kino s'évanouit. Ne comprenant pas comment il a pu risquer sa vie pour elle, elle lui fait du bouche à bouche pour le sauver. Un bateau de sauvetage arrive et tout le monde est secouru. Kuru est emmené en ambulance et le lendemain, les amis viennent chercher Kino à l'hôpital. Mami semble visiblement ressentie. Il laisse Kino chez lui et son ami lui demande de prendre soin de Kuru. Dans l'appartement, Kino reçoit des photos du voyage et, en voyant une de Mami, il devient pensif, mais réalise vite qu'il aime vraiment Kuru. Le lendemain, à l'université, Kino voit Kuru. Plus tard, il va avec sa famille dans un spa médical, où il rencontre la grand-mère de Kuru. Les grands-mères, toujours en train de manigancer quelque chose, font en sorte que Kino et Kuru se retrouvent dans la même chambre. Surpris, ils essaient de protester, mais les mamies disent simplement « Calme, calme, chaque chose en son temps ». Elles veulent clairement des petits-enfants et ont un plan en tête. Sans choix, Kino et Kuru finissent par partager le même espace. Il est déjà nerveux, rien qu'en étant là, mais la situation empire quand Kuru, en sortant du bain, le bouscule. Kino, tout gêné, s'excuse. Mais convenons-en, le gars a une estime de soi négative. Mieux vaut rester silencieux, non? De retour dans la chambre, tout semble tranquille. Il dîne normalement, mais au moment de dormir, Kino commence à avoir des pensées douteuses. Cependant, Kuru coupe vite ses illusions. Quand il dit qu'il peut dormir dans la salle de bain, elle répond que ce n'est pas nécessaire et qu'il peut simplement mettre un matelas par terre à côté d'elle. Kino s'anime, pensant qu'il y a quelque chose de plus, mais il reçoit vite un choc de réalité. Kuru avertit qu'elle ne le permet que parce qu'il est encore client et que s'il essaie quelque chose, elle l'enverra dans l'au-delà. Le résultat, Kino se couche tendu, incapable de dormir. Au milieu de la nuit, perdu dans des réflexions sur des échecs amoureux et même sur les conseils d'Ozaki, il décide de parler à Kuru. Dans la chaleur de la nuit, il admet qu'il sent qu'il a mûri depuis qu'ils ont commencé cette farce et suggère qu'ils continuent à tromper les grands-mères pendant un certain temps. Kuru accepte, mais elle précise qu'elle a l'intention de dire la vérité bientôt. Le lendemain, Kino informe ses amis que lui et Kuru vont continuer à faire semblant d'être un couple. Ozaki, feignant de soutenir, les félicite, mais il est évident qu'il ressent une pointe de jalousie. Plus tard, Kuru définit de nouvelles règles dans le contrat, y compris exiger rigoureusement chaque centime pour la performance romantique. Kino, malgré cela, est fasciné par sa confiance. Le gars vit vraiment le personnage. Lors d'un rendez-vous, Kuru remarque que le téléphone de Kino est complètement détruit et se rend compte à quel point il est maladroit. Mais quand tout semble tranquille, un nouvel élément entre en jeu, Ruka, l'ami de Chan, qui a organisé une double rencontre avec eux. Dès le début, Kuru sent qu'il y a quelque chose d'étrange, mais Kino ne s'en rend même pas compte. Il est trop occupé à admirer Ruka parce que, tu sais, le gars vit en mode red pill. Pendant l'escalade que Chan a proposée, Kino s'en sort terriblement mal et se sent gêné en voyant Chan essayer d'impressionner Ruka. Et puis le grand retournement de situation. À un moment seul avec Kuru, Ruka lâche directement. « Tu es une petite amie de location, n'est-ce pas ?» Kuru fait semblant de ne pas comprendre, mais dès qu'elle revient vers Kino, elle lâche la bombe. Ruka a tout découvert. Le protagoniste panique, car si Chan le découvre, toute l'université le saura aussi. Le pire était encore à venir, car Ruka semble exiger une preuve que Kuru et Kazuya sont vraiment un couple. Alors, sans cérémonie, elle demande un baiser au milieu de tout le monde. Kuru, sans hésiter, se jette sur Kazuya avec toute la confiance du monde. Mais au milieu du baiser, elle glisse discrètement un petit doigt entre eux, juste pour faire semblant que c'était juste un petit bisou. Après tout cela, Kuru invente une excuse quelconque pour mettre fin à la rencontre et commente plus tard que la sortie a été trop rapide, ce qui laisse Kazuya pensif au retour. Dans le train, Ruka et Kazuya finissent par se disputer et elle confirme en gros qu'elle sait que leur relation est fausse. Kazuya désespère et la supplie de garder le secret. Ruka, bien sûr, veut juste se moquer de la situation et pose même des questions assez suspectes pour essayer de lui soutirer plus d'informations. Le temps passe et Ruka réapparaît dans la vie de Kazuya, maintenant dans ce style de collègue intime beaucoup trop exagéré. Un jour, alors qu'il attendait à la gare, elle surgit de nulle part et engage la conversation avec une proximité qui le rend complètement nerveux. On peut déjà sentir qu'il y a quelque chose d'étrange là-dedans. Sans prévenir, elle l'emmène dans une salle vide et sans aucune cérémonie, elle lâche un « Fais-moi un câlin, Kazuya-chan ». Juste après, Chan est sur le point d'entrer dans la salle et Ruka, avec le plus grand culot du monde, dit à Kazuya de se cacher sous la table.
Non satisfaite, elle prend encore ses mains et les place autour de son propre corps tout en ouvrant une application pour montrer que sa fréquence cardiaque a atteint 90 battements par minute. Le protagoniste, complètement perdu dans ce chaos, se plaint qu'elle force trop la situation. Et là, bien sûr, Chan apparaît au pire moment possible. Dans sa tête, évidemment, Kazuya était en train de faire des bêtises avec cette fille. Kazuya essaie de détourner la conversation en disant qu'il a juste accompagné Ruka pour la chercher, mais Maruka de nulle part se lève avec ce talent typique des personnages secondaires abusés et remercie Chan de l'avoir embauché. Oui, elle a vraiment fait ça. Chan est tellement désorientée qu'elle s'en va simplement, visiblement nerveuse. Après cela, Kazuya se précipite pour mettre Kuru au courant, qui trouve aussi tout cela très suspect concernant cette Ruka. Pour aggraver les choses, elle commente qu'elle a entendu quelque chose d'étrange venant d'elle. Et comme on dit, n'invoquez pas ce que vous ne pouvez pas renvoyer. Ruka apparaît à la porte de l'appartement du protagoniste, pleine d'indignation et avec ce ton passif-agressif classique. Elle va jusqu'à mentionner qu'au départ, ils ne devraient même pas avoir une relation aussi proche. Pendant qu'ils discutent, Ruka commence à tout enregistrer et fait une proposition complètement insensée. Elle dit qu'elle ne gardera le secret de sa fausse relation avec Kuru que si Kazuya accepte de sortir avec elle. Après tout, selon elle, ces choses n'arrivent qu'au protagoniste. Non satisfaite, elle a encore l'audace de se déclarer, disant qu'elle l'aime parce qu'il a réussi à dépasser les dits 90 BPM avec elle. La justification ne pourrait pas être plus aléatoire. Elle l'a vu défendre Kuru et a commencé à imaginer que, s'il fait tout cela pour une fausse petite amie, pour une vraie, il serait un véritable roi. Elle exige qu'il soit son homme, et au milieu de ce discours, elle lâche encore des insinuations bien inappropriées, disant qu'il l'a déjà en quelque sorte profané. Quelle honte! Kazuya, bien sûr, est complètement perdu dans ce tsunami de folie. Pour essayer de calmer la situation, il invite Ruka à entrer dans l'appartement. Kuru, qui a tout entendu, n'en revient pas de ce désastre. Au milieu de la conversation, Kuru décide d'être direct et demande s'il aime Ruka. Lui, avec son air de perdant classique, explique que c'est la première fois que quelqu'un dit ressentir quelque chose pour lui. Cette ambiance de chaque pot a son couvercle. En revanche, il dit qu'il ne pourrait jamais faire quelque chose qui blesserait Chan, car il la considère comme une amie fidèle et véritable, de celles qui sont rares à trouver. Cependant, comme toujours, il commet la classique bourde. Il décide de sortir avec Ruka en cachette, tout ça à cause de ce maudit secret. Et bien sûr, Ruka ne facilite rien. La fille a un sens de la réalité complètement déformé et affirme que Kazuya est l'homme dont elle a besoin dans sa vie. Pour l'amour de Dieu, trouve une autre référence, ma sœur. Elle en vient à pleurer et à supplier pour qu'ils sortent ensemble, ce qui déstabilise encore plus le gars. Kuru, voyant les dégâts, finit par donner sa bénédiction, mais laisse entendre qu'il vaut mieux ne pas trop faire confiance à Ruka. Tout cela juste pour garder le secret intact. Le temps passe, l'hiver arrive et Kazuya commence à sortir officiellement avec Ruka. Sauf que, évidemment, elle est trop intense. Appelle 2 fois par jour, exige des réponses immédiates dans le chat et des déclarations publiques tout le temps. C'est le genre de petit ami capable de détruire toute estime de soi déjà fragilisée. Même avec tout cet excès, Kazuya n'est pas vraiment impliqué corps et âme. Tout ce à quoi il peut penser, c'est à Kuru. La goutte d'eau arrive quand, un jour, il part pour l'université et Ruka apparaît de nulle part, exigeant des explications pour ses messages restés sans réponse. Elle est tellement investie dans cette relation faussement réelle qu'elle parvient à surprendre même les niveaux déjà très bas de patience du protagoniste. Désespéré de protéger le secret, Kazuya tombe à genoux et supplie pour qu'elle parte avant que Chan n'apparaisse et voie la scène. Elle accepte, mais à une condition. Ils doivent sortir ensemble le week-end pour aller au cinéma. Et à ce moment précis, Kuru observe tout de loin. Je ne sais pas pour vous, mais on peut clairement l'entendre penser « maudit traître alloué ». Sans preuve, mais aussi sans doute, maintenant Kazuya est acculé. Le soir dans sa chambre, il décide d'essayer de contacter Kuru, voulant passer Noël avec elle. Quand il se rend compte que son agenda est plein, la situation ne fait qu'empirer. Ce même jour, en sortant de la banque, conscient de combien il a dépensé pour tout ce petit théâtre, il voit Kuru courir au loin à côté d'un type mystérieux, grand, albinos et galant. Oui mon pote, le fameux Umi. Les deux rient, discutent joyeusement, et cela déclenche une crise de jalousie absurde chez le protagoniste. Dans un élan digne d'un détective de WhatsApp, il décide de suivre les deux pour voir ce qui se passe. Kazuya accompagne le couple dans plusieurs activités, comme dîner et aller à la bibliothèque, tandis que l'univers semble jouer une marche nuptiale imaginaire pour Kuru. Dans sa tête, il ne pense qu'à une chose, c'est aujourd'hui, j'ai perdu ma fausse petite amie pour un vrai galant. Il écoute une partie de la conversation des deux et en conclut qu'ils vont probablement passer la nuit ensemble. Le cœur en miettes, Kazuya va aux toilettes, pleurer en position fétale, où il se retrouve face à face avec Umi lui-même. C'est à ce moment qu'il entend le fameux galant parler au téléphone avec Kuru tout en essayant de comprendre tout cela. Quand Kazuya entend Umi complimenter la voix de Kuru, disant qu'elle est charmante et mentionner encore quelque chose à propos d'envoyer quelques photos et mesures plus tard, sa paranoïa passe simplement à un autre niveau.
Il commence à supposer qu'Umi a un plan malveillant et conclut qu'il doit faire quelque chose pour protéger Kuru. Mais avant même qu'elle puisse expliquer la situation, Kazuya commence déjà à se plaindre, disant qu'elle fait semblant d'être la petite amie d'autres gars et finit par en profiter. Alors Kuru décide de dire la vérité. Elle étudie l'art dramatique et travaille comme petite amie de location pour payer les coûts. Umi en réalité est juste un collègue qui aidait avec le scénario d'un film. Kazuya explique à propos de l'appel qu'il a entendu dans la salle de bain et Umi clarifie qu'il recommandait simplement Kuru à un réalisateur. Tout commence à avoir du sens. Umi fait ses adieux et Kuru gronde sévèrement Kazuya pour avoir tout mal interprété, l'accusant d'avoir passé la journée à juger sans savoir. Mais comme il est le protagoniste, il finit par être pardonné lorsqu'il explique qu'il voulait seulement la protéger d'un possible profiteur. En guise de remerciement, Kuru offre un cadeau à Kazuya, une coque de téléphone, puisqu'il avait cassé la sienne à la plage. Kazuya est tellement ému qu'il commence à pleurer, et Kuru décide de rester à ses côtés jusqu'à ce qu'il se calme. Plus tard, Kazuya obtient un travail temporaire, et sur le chemin du retour à l'appartement, il est tout heureux avec le cadeau, pensant être le premier à recevoir quelque chose de Kuru. Cependant, en vérifiant sur internet, il découvre qu'elle a déjà fait la même chose pour plusieurs clients. Lorsqu'ils se rencontrent à nouveau, il commande que donner des cadeaux peut causer des malentendus comme cela s'est passé avec lui. Kuru explique que cela fait partie du travail et accepte de maintenir l'accord juste pour que les grands-mères ne se doutent de rien. En rentrant chez lui, Ruka apparaît et en voyant Kuru et Kazuya ensemble, exige des explications. Elle emmène Kazuya manger des crêpes, tandis qu'il ne peut penser qu'à Kuru. Soudain, Ruka le surprend en lui bandant les yeux et en l'emmenant dans un hôtel. Kazuya, désespéré, essaie de sortir, mais se rend compte que la porte est verrouillée. Ruka commence à enlever ses chaussettes et exige qu'il explique quelle est sa relation avec Kuru. Après avoir tout entendu, elle lui donne une gifle et demande s'il a l'intention de continuer à mentir jusqu'à ce qu'ils deviennent de vrais petits amis. Elle suggère qu'il rompe avec Kuru et la présente comme sa véritable petite amie à sa grand-mère. Nerveux, Kazuya se cache dans la salle de bain, mais reçoit un message de sa grand-mère. Ruka voit cela et finit par partir. Le lendemain, Kazuya engage Kuru pour sortir avec sa famille. La grand-mère Nagomi l'embrasse, émue, mais Ruka apparaît et dit qu'elle va aussi les accompagner. La grand-mère demande qui elle est et Kazuya, nerveux, répond que c'est juste une amie. Ruka cependant lâche un « tu sais » énigmatique, laissant la grand-mère méfiante. Nagomi exige de parler seul avec Kazuya et lui, désespéré, invente que Ruka a une mythomanie, une impulsion incontrôlable de mentir. Étonnamment, Nagomi le croit, trouvant cela plus plausible que Kazuya ait conquis deux belles filles en même temps. Kuru emmène Ruka aux toilettes et la confronte pour avoir menti. Ruka demande si Kuru est amoureuse de Kazuya et affirme que, contrairement à elle, elle a l'intention de prendre sa relation avec lui au sérieux. Elle ordonne à Kuru de s'éloigner si elle n'est pas sûre de ses propres sentiments. Kuru reste silencieuse. Pendant le déjeuner, elle et Kazuya montrent tous deux de l'inconfort. Ruka traite Kazuya comme son petit ami, mais en remarquant que les grands-parents ne s'en préoccupent pas, elle comprend qu'il a inventé quelque chose. Elle l'emmène à l'écart, tandis que la famille du protagoniste respire enfin soulagée et félicite Kuru pour être si forte et gentille avec la malade Ruka. En apprenant que Kazuya a dit cela, Kuru est sur le point de révéler toute la vérité, mais il demande de la patience et dit qu'ils en parleront après la visite au sanctuaire. En arrivant là-bas, Ruka disparaît avec la grand-mère Nagomi. Pendant que tout le monde les cherche, Ruka décide de dire la vérité. Mais la grand-mère commence à parler de Kuru, disant qu'elle a beaucoup de choses qu'elle aimerait savoir sur la petite amie de son petit-fils et que, maintenant qu'elle a rencontré une amie d'elle, elle sait qu'elle peut avoir confiance. À ce moment-là, Ruka réalise que la grand-mère adore vraiment Kuru et comprend que révéler la vérité lui briserait le cœur. Uru arrive et en voyant que Ruka n'a rien dit, Kazuya la remercie d'avoir gardé le secret. Ruka précise qu'elle ne soutient pas son comportement mais affirme que malgré tout, elle fera tout pour surpasser Kuru. Après cela, Ruka obtient un travail avec Kazuya en utilisant l'excuse que Kuru habite au même endroit que lui. Elle assure qu'elle va séduire le patron de Kazuya, ce qui le rend encore plus inquiet. Pour aggraver les choses, ses amis apparaissent au travail et après avoir plaisanté sur l'uniforme, ils commandent que Shan agit de manière étrange, postant des choses dépressives. Ils demandent à Kazuya de lui parler et de s'excuser pour l'incident, mais Ruka ne montre de l'intérêt que pour Kazuya. Dans l'appartement, Kazuya se sent coupable d'avoir perturbé la stabilité émotionnelle de son ami et décide de demander de l'aide à Kuru. Chan, attendant à la gare, croit que Kazuya ne ressent que de la pitié pour lui. Cependant, Kuru apparaît et l'invite à un rendez-vous, se présentant comme une petite amie de location. Chan, incrédule, pense qu'il se moque de lui, mais finit par accepter d'aller au parc d'attractions. Ils entrent dans la maison hantée et avec le temps, Chan commence à se détendre et à apprécier le rendez-vous. À la tombée de la nuit, Chan s'ouvre et dit qu'il se sent pathétique de payer une fille pour faire semblant de s'amuser. Kuru le console en disant qu'elle aime les hommes comme lui, pas de manière romantique, mais pour leur attitude rêveuse. Elle l'encourage à ne pas abandonner, car un jour, il trouvera quelqu'un de spécial. À la fin du rendez-vous, Chan essaie de payer, mais Kuru dit que Kazuya a déjà tout pris en charge. Kazuya apparaît à ce moment-là et Kuru laisse les deux seuls. Il s'excuse d'avoir trompé Chan et raconte toute la vérité. Chan rit de la situation et remercie d'avoir été réconforté quand il en avait le plus besoin. Quand Kuru revient, Kazuya dit au revoir, mais Chan pense toujours qu'elle va au-delà de ce qu'elle devrait et ne comprend pas pourquoi.
Avant de continuer le rendez-vous, il demande s'il existe la possibilité qu'elle tombe amoureuse d'un client. Kuro se souvient de la nuit où Kazuya a demandé de l'aide pour remonter le moral de Chan, même en sachant qu'il serait mal vu. Après cela, elle répond qu'elle ne rejette pas cette possibilité, laissant Chan surpris. Ainsi, il termine la rencontre. Le lendemain, Kazuya reçoit un message de Kuro, fixant un rendez-vous sur le balcon. Il se prépare, s'habille bien, mais en lui parlant, Kuro explique qu'elle a besoin d'une faveur. Il veut qu'il loue une fille de l'agence qui a eu des difficultés avec les clients parce qu'elle est très timide. Elle veut que la fille s'entraîne avec Kazuya, puisqu'il est fiable. Et le meilleur, c'est que le rendez-vous sera gratuit. Nous rencontrons alors l'amie timide de Kuro, Sumi Sakurazawa, une étudiante de première année avec une routine bien définie. Elle se lève tôt, pratique la calligraphie, promène son animal de compagnie et est une nerd à l'université. Elle a toujours eu des problèmes pour communiquer. Bien que certains clients trouvent cela mignon, d'autres s'irritent. Alors elle a demandé de l'aide à Kuro, qu'elle admire beaucoup. Kazuya la rencontre et la salue. Mais Sumi ne parvient pas à dire un mot. Il se rend compte que la situation est plus sérieuse qu'il ne le pensait et décide de prendre l'initiative en l'invitant à boire quelque chose. En chemin, Mami apparaît en sortant d'un magasin, car bien sûr, cette femme passe son temps à surveiller le pauvre garçon. Kazuya continue d'essayer de discuter avec Sumi et suggère même qu'elle sourit davantage, ce qui évidemment ne donne aucun résultat. Mais le protagoniste ne renonce pas. Après tout, il ne veut pas décevoir Kuro. Il décide d'emmener Sumi jouer au bowling. Là, il profite du moment pour jeter quelques regards désespérés. Sumi commence le jeu, mais elle joue très mal, ce qui est compréhensible, puisque c'est sa première fois. Pendant la partie, Kazuya en profite pour demander pourquoi elle a décidé de travailler comme petite amie de location. En utilisant des gestes, Sumi explique qu'elle veut vaincre sa timidité. Plus tard, il essaie d'acheter quelque chose à boire, mais remarque que quelques gars suivent Sumi. À ce moment-là, notre petit héros rassemble le peu de courage qui lui reste pour la sauver. Il la tire par la main et s'enfuit en courant, dans un style des plus dramatiques. Sumi, reconnaissante, finit par lui parler et s'excuse d'avoir causé des problèmes. Cependant, Kazuya dit que ce n'était rien et qu'elle ne devrait pas s'inquiéter. Impressionné par sa gentillesse, Sumi prend le courage de tenir la main de Kazuya et lui offre même un vrai sourire. Pour elle, c'est un petit progrès. Pour nous, c'est déjà presque un miracle. La folle a continué à suivre les deux tout le temps. Sérieusement, quelqu'un peut donner une vie à cette femme. Pendant que Sumi et Kazuya continuent leur rendez-vous en mangeant une glace, Sumi, même toute rouge, propose de partager la sienne. Kazuya bien sûr accepte, mais commence à avoir des pensées assez indécentes. Ensuite, ils testent plusieurs jeux ensemble sur une patinoire. Sumi trébuche et quand Kazuya essaie d'aider, il finit par tomber très près d'elle, vraiment très près. Le résultat, c'est qu'il a le nez qui coule de nervosité. Il va aux toilettes pour se ressaisir, mais quand il revient, il trouve Mami. Oui, c'est ça, la femme est là, dans le plus pur style de harceleuse. À côté de Sumi, Kazuya tombe littéralement sur les fesses de surprise. Mami, avec cet air faux de gentille fille, invente qu'elle était avec un ami qui est déjà parti et, ayant reconnu Kazuya, a décidé de dire bonjour. Bien sûr, elle ment, mais qui va la contredire? Alors elle demande à Sumi quel type de relation elle a avec Kazuya. Sumi, surprenant tout le monde, le tient fermement par le bras et s'appuie, prétendant être sa petite amie. C'est un grand progrès sur la question de la timidité, mais le timing était terrible. Après avoir maintenu la mise en scène pendant quelques minutes, Mami demande à parler en privé avec Kazuya, laissant Sumi derrière. Dans la conversation, Mami, toute venimeuse, commence à dire que Kazuya a beaucoup changé depuis la rupture. Maintenant, apparemment, il a plusieurs filles derrière lui, toutes magnifiques. Elle va même jusqu'à promettre qu'elle ne dira rien à Kuro sur le fait qu'il la trompe, puisqu'elle croit qu'il est vraiment son petit ami. Après cela, elle prend congé, laissant Kazuya encore plus confus. La soirée avec Sumi se termine calmement. Sumi remercie pour l'aide et dit qu'il a été admirable de la protéger. Un petit moment qui montre peut-être qu'il n'est pas un échec complet. Le lendemain, Sumi parle avec Kuro et raconte comment s'est passée l'expérience. Elle loue la gentillesse et le courage de Kazuya, tandis que Mami, de l'autre côté, reste obsédée par lui. La femme est au fond du gouffre et décide de chercher ses réseaux sociaux. C'est là qu'elle découvre le site de petites amies de location et les choses commencent à prendre une tournure plus dangereuse. Pendant ce temps, Kazuya est dans l'appartement en train de vérifier ses emails quand il entend un bruit à la fenêtre. C'est Kuro qui l'a appelé sur le balcon pour le remercier de l'aide qu'il a apportée à Sumi. Elle en profite également pour informer qu'elle cessera bientôt d'être une petite amie de location. Grâce à Umi, elle a obtenu un rôle dans une pièce d'un réalisateur célèbre et si elle réussit, elle pourra se consacrer entièrement à sa carrière d'actrice. Ayant accepté de continuer la mascarade à cause des grandes mères, elle a trouvé juste d'avertir Kazuya et d'écouter son avis. Kazuya la remercie pour tout ce qu'elle a fait pour lui et se réjouit de la nouvelle. Mais après s'être dit au revoir, le protagoniste s'effondre. Il retourne à l'appartement déprimé, pensant que le moment de faire face à la vérité approche. Même s'il s'agit d'une relation fausse, il ne peut supporter l'idée de la perdre. Le lendemain, Kuro a une nouvelle cliente qui l'attend et la femme semble prête à exposer toute la vérité. Pendant ce temps, Ruka invite Kazuya à sortir après le travail. Comme le protagoniste est bouleversé par la nouvelle de Kuro, il accepte et accompagne Ruka faire du shopping, mais elle remarque qu'il pense encore à Kuro. Malgré cela, elle ne renonce pas. La devise de Ruka est claire, 3 degrés d'amour-propre, c'est déjà bien. Elle est déterminée à conquérir Kazuya, donc elle insiste pour être persistante, peu importe la situation.
Dans un moment impulsif, Kazuya décide de prendre les rênes de sa vie amoureuse. Il emmène Ruka dans une chambre, lui tient les épaules, et alors qu'il est sur le point de dire quelque chose de sérieux, quelque chose de surréaliste se produit. Il voit Kuru et Mami ensemble dans une autre chambre. Mami essaie d'humilier Kuru en lui offrant de l'argent pour le service, mais Kuru refuse immédiatement. Mami garde alors l'argent pour elle-même, juste pour provoquer. Kuru demande depuis quand Mami est au courant de son travail, et la blonde avoue qu'elle l'a découvert des semaines après avoir fouillé ses profils.